Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce 6e parcours d'avocat. Nous allons rencontrer Tema Saman, une avocate en affaires publiques, une avocate engagée, l'occasion d'évoquer un parcours atypique. C'est parti! Tema Saman est une avocate étonnante, un parcours atypique qui commence par un engagement associatif fort. Elle est l'une des cofondatrices de SOS Racisme. Elle va également avoir un engagement politique et puis elle va cumuler 2 masters, l'un en droit pénal, l'autre en droit bancaire, le droit financier. Tout cela va la conduire dans un cabinet prestigieux, le cabinet Auguste et Debouzy. Avant de prendre un virage important, elle quitte la profession pendant 10 ans pour exercer dans le privé. Dans des directions juridiques, direction des affaires publiques, dans de grandes sociétés de renom, elle va acquérir une expertise, une expérience qui va la conduire à revenir dans la profession, cette fois pour créer son cabinet dédié aux affaires publiques, le cabinet Saman. Elle vient d'être élue à la tête de l'association des avocats conseils en affaires publiques, une belle reconnaissance de ses pairs. Cela ne va pas l'empêcher de continuer à s'investir dans l'associatif avec la création de WIL, Women in Leadership, une association qui entend mettre les femmes à l'honneur. Nous allons en savoir plus sur son parcours dans quelques instants. Tema Saman. Plaisir de se retrouver à l'occasion de ce parcours d'avocat. Plaisir partagé. Votre parcours est nécessairement inspirant. Il est très particulier, très atypique, dans la mesure où on voit bien que vous êtes rentré dans la profession, sorti de la profession, revenu dans la profession. Donc un parcours qui est intéressant à une époque où l'on constate que de plus en plus, les avocats quittent la profession quelques années, ils reviennent parfois. Donc votre réussite peut apporter beaucoup au vu des interrogations que les uns et les autres peuvent avoir. Alors vous démarrez en fait très jeune avec un engagement fort puisque vous êtes l'un des membres fondateurs de SOS Racisme. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient cet engagement et ce que vous y avez fait? La vie de la société m'a toujours intéressée. J'ai toujours d'ailleurs quelques convictions extrêmement fortes sur une société dont on ne peut pas dire qu'elle est parfaite. Et donc je pensais que c'était la responsabilité de chacun d'essayer de l'améliorer. Et notamment sur un certain nombre de sujets, les femmes, les discriminations ont toujours été quelque chose d'important pour moi. Pas que, hein, je me suis aussi engagée sur les conditions sociales ou la transformation des équilibres sociaux et sociétaux de manière générale, mais j'ai croisé à l'université une équipe de gens qui ont été par la suite les membres fondateurs de SOS Racisme. Alors, je vais essayer d'éviter de faire de la politique, mais c'était au moment de la montée en puissance du Front National qui était pour nous totalement inacceptable et inadmissible. Et on a eu envie, besoin de montrer que cette montée n'était pas en prise avec la jeunesse et qu'il fallait y répondre. SOS Racisme, c'est un mouvement essentiellement de jeunes de toutes les couleurs qui disent en fait non, on ne veut pas d'une société qui est une société discriminée. Vous êtes toujours impliqué dans cette association? Alors, je ne suis plus impliquée officiellement dans l'association, mais quand ils me donnent un coup de fil pour de rendre un service, je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. J'aimerais savoir quel est le lien avec votre intégration dans l'équipe de M. Claude Bartolone, qui à l'époque est député. Comment se fait cette intégration? Pourquoi? Et où est-ce qu'elle vous conduit? Au moment du mouvement de Vaquet, je suis vice-présidente de l'UNEF et je suis du coup proche du Parti socialiste dont j'anime à un moment donné l'équipe de jeunesse où je croise Claude Bartolone. Et quand je décide que j'ai l'âge d'arrêter mes études et de travailler, il cherche une collaboratrice. Il est à l'époque président du Conseil général de Seine-Saint-Denis et vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc c'est mon premier job. Mais vous enchaînez avec des études universitaires. Là encore, comment se font les liens
entre cet engagement politique et le choix des matières, droit pénal, mais également droit bancaire, droit financier. Quelles sont les impulsions à ce moment-là? J'ai à l'époque une maîtrise d'AES parce que je la fais vite, parce que j'ai beaucoup d'activités à côté et passionnée par la politique en fait, et par les conditions sociales. Quand je commence à travailler, j'ai 25 ans, je me dis qu'il est temps de devenir sérieuse. Et pour moi, devenir sérieuse, c'est faire des études de droit. Donc je reprends mes études de droit. Et le lien est assez simple en fait. Je ne voulais pas faire de carrière politique. J'ai démarré une famille, donc j'avais besoin d'un peu de temps. Je me disais, la politique, ça sera pour plus tard. Mais je voulais quand même un lien avec mon engagement. Donc je voulais devenir une grande pénaliste en fait. Je me disais que d'abord, ça manquait de femmes dans le côté pénal. Et ça manquait de femmes parce que peu d'entre elles ont cet atout des hommes qui est de parler haut et fort sans problème. Et moi, je l'ai cet atout. Je l'avais parfaitement vu en politique. On pouvait me fermer le micro dans les universités. Amphi de 500 personnes, on m'entendait toujours. C'est juste un atout naturel. Donc je me disais, c'est le moment, il faut montrer qu'on peut le faire aussi. Mais comme j'avais quand même fait 10 ans de la politique et des études vaguement, je suis allée au sacerdoce. Donc j'ai fait un DESS de droit bancaire et financier à la Sorbonne, en me disant là c'est un vrai métier quoi. Et si je n'arrive pas à gagner ma vie en étant pénaliste, je pourrais toujours faire ça. Et puis derrière, comme je l'ai réussi pas trop mal, je me suis dit maintenant que j'ai fait mes preuves, je vais aller vers ma vraie passion, qui est plutôt le droit pénal et la défense des gens. Et donc, je vais faire un DEA de droit pénal. Et vous avez exercé comme pénaliste? Pas du tout. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, parce que vous avez rejoint un cabinet prestigieux, le cabinet Auguste et de Bouzy, où vous restez pas très longtemps, mais vous y restez. Et vous vous impliquez plutôt dans les affaires. Vous mettez à profit quoi? Votre spécialité dans la finance, le droit bancaire, ou pas du tout? Pas du tout. Je vais vous expliquer. Je trouve que l'histoire est assez vertueuse en fait. Je fais le tour des pénalistes. Je ne dirai pas les noms parce que qui m'offrent une rémunération qui ne paye pas la babysitter de mes 2 enfants. Il faut que j'ai un travail rémunérateur. Donc, et Auguste de Bouzy, ce qui les intéressait, évidemment mon barreau et le fait que je pouvais montrer que j'avais fait des études plus qu'honorables, mais quelqu'un qui comprenait le monde institutionnel, parce qu'ils avaient beaucoup de clients essentiellement étrangers qui recherchaient dans leur cabinet d'avocats des gens capables de les aider à discuter, présenter, négocier la norme réglementaire ou législative et qui parlaient anglais. Et il se trouve qu'après mon baccalauréat, je suis partie en Angleterre peaufiner mon anglais et je maîtrisais le monde institutionnel, ce qui est un couple assez rare en fait. Donc j'étais cette espèce de combinaison un peu spécifique. Vous n'y restez pas longtemps puisque au bout de 4-5 ans, vous quittez la profession. Alors, quel a été l'élément déclencheur? J'ai fait ce que font beaucoup de collaborateurs dans les cabinets. Mon client me propose un job. C'est quand même une expérience intéressante que de rentrer dans le comité de direction d'une entreprise pour voir comment l'entreprise fonctionne. Ça m'intéresse. Je rentre tout d'abord dans une entreprise qui n'est pas très populaire puisqu'il s'agit du tabac, qui est dans une logique de reconnaissance de la problématique qu'il pose. Le tabac est mauvais pour la santé et même peut tuer. Et donc d'arriver à travailler un encadrement qui prend en considération la spécificité de ce produit. Et je trouvais que l'enjeu était super intéressant à partir du moment où on me laissait les mains libres sur cette logique qui était, à partir du moment où le tabac n'est pas interdit, comment on le commercialise de manière acceptable en prenant en considération la dangerosité qu'il représente. Mais je n'y reste pas très longtemps en fait. C'est un challenge. C'est un challenge. Qui vous enthousiasme, qui vous plaît, qui vous interroge. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Alors ce que j'ai appris dans ce job-là, c'est qu'au-delà des leçons de morale que la société vous envoie, si on creuse derrière, on se rend compte que ce n'est pas en noir et blanc et que ceux qui parlent le plus ne sont pas ceux qui apportent les meilleures solutions. Et ça m'a donné l'opportunité de trouver des solutions. La première que j'ai mise en œuvre, c'est d'expliquer au gouvernement de l'époque que ce serait peut-être bien de mettre en œuvre la loi Evin
parce que la loi E20 avait en elle-même tous les éléments qui permettaient que le tabac soit limité dans ses impacts et qu'on prenne en considération sa spécificité. Et j'ai travaillé sur un très gros dossier qui m'avait vraiment passionnée à l'époque. Je ne pensais pas que j'en étais capable, qui n'avait rien à voir avec mes études, qui était du droit fiscal, puisqu'il s'est agi de faire une proposition et de mettre en œuvre une modification du cadre fiscal du tabac, qui avait pour particularité d'être flexible, autrement dit proportionnel. Plus votre cigarette était chère et plus elle payait d'impôts. Ce qui veut dire à l'inverse que moins votre cigarette était chère, moins elle était imposée, ce qui me semblait un peu contradictoire avec le discours officiel qui était que la lutte contre le tabagisme passait par le prix du paquet de cigarettes. Et donc ça a été à la fois très politique et très juridique, parce que la fiscalité du tabac, je pense que on sait tous que c'est quand même assez complexe et extrêmement technique. Donc on a fait toute cette partie pour répondre à la problématique politique qui était « soyez cohérents avec vous-même ». Si le prix du tabac est un élément de lutte contre le tabagisme, il faut transformer le paradigme que vous avez vous-même mis en place. Et ça, c'était passionnant. Donc cette expérience va être également d'assez courte durée et va vous conduire vers une société très connue dans le monde du numérique. Vous allez rejoindre Microsoft. Alors vous faites quoi chez Microsoft ? Ils viennent me chercher parce qu'ils créent un poste de direction et je créais une fonction de direction affaires publiques au moment où Microsoft était un peu en difficulté. C'était nouveau avec Microsoft, on le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle communément les GAFA, mais c'était quand même assez nouveau, une entreprise qui rentre dans l'arène politique et comment on gère cette problématique-là. Et donc, on met en place toute une série de programmes et de négociations pour que Microsoft devienne un citoyen, une entreprise citoyenne des marchés où elle opère, et notamment en France, sur des sujets extrêmement d'actualité, comme la protection de la vie privée ou la cybersécurité, par exemple. Microsoft, qui vous occupe ici encore pendant quelques années, ne va pas vous garder. Et cette fois, vous décidez de revenir dans la profession. Donc, vous avez passé grosso modo 10 années dans ce qu'on appelle le privé, et vous revenez pour créer votre propre cabinet où vous exercez depuis 10 ans. Au moins 10 ans. Voilà. Un peu plus de 10 ans. Et là, vous créez un cabinet très orienté vers les affaires publiques. On vous désigne comme une avocate lobbyiste, donc vous travaillez beaucoup avec vos collègues à Bruxelles, vous êtes à Paris, bien sûr, votre cabinet est ici, vous vous déplacez souvent, vous êtes très orienté sur ce créneau, vous êtes exclusivement sur ce créneau. En clair, qu'est-ce qu'un avocat lobbyiste aujourd'hui ? Alors, juste avant, je rentre à la direction de Microsoft France, mais je suis promue au bout de 2 ans et demi à la direction de Microsoft IMIA pour reprendre l'ensemble des affaires publiques et la supervision du bureau de Bruxelles. Donc, je deviens déjà bruxelloise. Donc, je fais 10 ans chez Microsoft. Je suis quasiment au top des postes européens que je peux avoir chez Microsoft, mais j'ai toujours cette idée que je ne partirai pas forcée, mais avec une stratégie bien installée, de faire des affaires publiques à Paris et à Bruxelles. Et donc, mon cabinet est à Paris et à Bruxelles, depuis le départ, parce que Bruxelles, c'est quand même une des 2 capitales mondiales de ce qu'on appelle le policy making, de l'élaboration de la norme qui va influencer le reste du monde. En marge de cela, vous avez créé une association Will. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que vous êtes très investi dans cette association qui a une dimension européenne. Absolument. Will, ça veut dire, en fait, c'est the European Network for Women in Leadership, donc réseau européen de femmes en situation de leadership. On ne trouve pas vraiment de traduction française, en fait, sur ces termes-là, qui est une association que j'ai créée d'abord quand j'étais chez Microsoft, enfin que nous avons créée, puisque nous étions une dizaine de femmes à l'époque, et que j'ai emmené avec moi en quittant Microsoft avec toute une équipe qui est un réseau, en fait c'est le réseau dans lequel on avait envie de s'investir,
de femmes qui ont déjà réussi pour 2 raisons. La première est que le plafond de verre arrive, non pas parce que vous êtes moins bonne que vos collègues masculins, mais parce que dans l'éducation que les femmes ont pu avoir, il y a en général peu de temps entre le bureau et la maison, parce que c'est déjà difficile de tout gérer. Or, une fois qu'on a fait ses preuves sur notre expertise, il y a un moment où on est tous à égalité et ce qui va compter, c'est aussi qui vous connaissez et surtout qui vous connaît. Et donc c'est important d'être dans un réseau de solidarité, d'envie de travailler ensemble, d'avoir fait connaissance autrement que dans la limite des frontières de votre bureau. Et je prends conscience de ça parce que je commence à être invitée dans des clubs, y compris sur les Champs-Élysées, ça n'existe pas qu'à Londres, pour, alors je le dis en anglais, qui est for men but for lunch, autrement dit, réservé aux hommes, sauf pour le déjeuner. Mais à partir de 15-16 heures, les messieurs s'y retrouvent pour fumer leurs cigares, en sortant de rendez-vous. Et là, je me disais, mais en fait, c'est de là que vient le type que je n'avais pas vu et qui du coup prend le poste alors qu'il existait nulle part dans mon périmètre. Et je trouve ça injuste. Donc je me dis, il faut qu'on fasse pareil. Alors, je ne suis pas en train de militer pour des réseaux non mixtes. Je dis simplement que pour donner envie aux femmes de faire du réseau, il faut commencer par des endroits où elles vont être à l'aise et pour construire cette solidarité-là qui n'empêche pas de discuter avec les autres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est à égalité, je ne les mets pas en hiérarchie, et qu'on voit aujourd'hui les problématiques encore, malgré des lois et malgré des principes de différence dans les réussites classiques, professionnelles entre les hommes et les femmes, et qu'il y a une autre raison que celle où les femmes se mettent moins en valeur, moins de réseaux, font moins savoir, qui est celle de la projection. Votre ambition vient de ce que vous pensez pouvoir faire. Pour penser pouvoir faire, il vous faut des modèles. Et c'est quand même plus difficile de se projeter dans un homme que de se projeter dans une femme. Donc c'était aussi important pour nous que de montrer des modèles de réussite accessibles. Si on nous dit qu'il fallait devenir Hillary Clinton ou Christine Lagarde, on va laisser tomber tout de suite, ça nous paraît trop dur. Mais les modèles qu'on représente de femmes qui ont réussi de belles carrières professionnelles, qui sont accessibles par le travail, l'expertise, l'intelligence, et pas forcément la chance ou la naissance, étaient quelque chose qui était très important pour nous et qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis la troisième raison est aussi que ça nous donne de l'air à toutes. Le prétexte est celle d'élargir nos horizons. C'est un réseau diversifié, autrement dit, c'est des femmes qui viennent du public, élus ou administration, de l'entreprise, des universitaires, du monde associatif, qui ont comme caractéristique d'être en position de leadership. Ça nous oblige à sortir de notre silo, parce qu'un leader, en réalité, ne peut pas être que expert de sa matière, il a besoin de comprendre le monde qui l'entoure. Et ça aussi, c'était très important pour ce réseau. Merci pour toutes ces précisions, tous ces ingrédients. Je me rappelle d'une rencontre que nous avons faite il y a une dizaine d'années. Il se dégageait de vous cette énergie positive et cette énergie, elle se déploie dans toutes les directions puisqu'il y a votre cabinet, votre réussite. Vous venez de prendre la présidence d'une association d'avocats. Alors vous m'avez dit que ce n'était pas les avocats lobbyistes, c'est les avocats en conseil en affaires publiques. En affaires publiques. Qu'on appelle vulgairement lobbyiste. Donc bravo pour cette marque de reconnaissance de vos collègues. Il y a très certainement de l'avenir pour cela. Et pour en parler, je vais inviter une jeune élève avocate qui a été très intéressée par votre parcours. Donc Gültek Parlak va nous rejoindre. Bonjour Gülten Parlak, venez donc vous asseoir avec nous. Gülten vient de passer son CAPA, donc elle est sur le point de rentrer dans la profession. Je crois qu'elle est en recherche de collaboration. Elle a une formation en droit du numérique, donc elle se retrouve dans une partie de votre parcours. En tous les cas, Microsoft et ses sociétés la font rêver. Elle a des
questions à vous poser. Donc tout d'abord, au regard de votre implication dans la sphère réglementaire, je voudrais, si possible, avoir votre regard sur les projets de règlement européens DSA et DMA, donc Digital Services Act et Digital Markets Act. Selon vous, ces projets de règlement sont-ils suffisants pour encadrer les plateformes, leurs responsabilités notamment? Est-ce que ça va être suffisant et est-ce que c'est la bonne approche? Je ne sais pas. Leur implémentation nous le diront. La problématique des contenus est une problématique qui n'est pas nouvelle. Quand moi je démarre en 97 chez Auguste de Bouzy, on est exactement sur la même équation. Comment on arrive à trouver un équilibre entre la liberté d'expression et les limites de la liberté d'expression? Est-ce qu'elle peut avoir des implications dangereuses socialement, doublées d'une autre problématique qui est votre droit national versus le droit des autres. Votre choix de valeur qui va se retrouver dans le contenu versus le droit d'autres pays qui font d'autres choix. Aux États-Unis, la base constitutionnelle, c'est la liberté d'expression la plus totale. En Europe, traumatisée par la Deuxième Guerre mondiale, on est restreint dans une série d'expressions qui rappellent des théories qu'on ne veut plus voir revenir, plus ou moins. Mais c'est bien ça l'idée qui va forger un droit qui n'est même pas un droit civil ou commercial, mais constitutionnel. Donc une problématique très difficile à résoudre, avec en même temps ceux qui disent il faut que les plateformes prennent leurs responsabilités, et les mêmes qui vont dire les plateformes ne peuvent pas décider des contenus qui sont acceptables ou pas acceptables. C'est ça l'équation du DSA. Donc quelque chose de complexe à mettre en place, même y compris au sein de l'Union européenne, les débats récents sur des pays continuant à pénaliser l'homosexualité par exemple, versus un droit fondamental dans d'autres pays européens. C'est cet équilibre-là, et c'est pour ça que c'est passionnant d'ailleurs, qui devra être trouvé au fur et à mesure du temps. Sur le DMA, moi j'ai trouvé le DMA, je trouve ça absolument génial parce que les autorités européennes nous disent « ça n'est pas du droit de la concurrence ». D'accord, donc ça n'est pas du droit de la concurrence. Pourquoi? Parce que si c'est du droit de la concurrence, ça rentre dans la réforme des traités, il faut l'unanimité. Donc c'est du droit d'équilibre qu'on va essayer de trouver, qui est sans doute plus utile, plus nécessaire, mais qui va demander, alors puisqu'on est à l'EFB et qu'on est entre avocats, trouver des solutions à ces problématiques-là demande aux gens qui les traitent de travailler leur dossier au plus profond de la technicité. Le DMA ne peut pas remplacer pour les pouvoirs publics de concurrence le fait de comprendre ce sur quoi ils sont en train de travailler, sinon il ne servira à rien. Tout le DMA, qui est un texte de droit exempté pour contraindre les grandes plateformes, donne aux autorités publiques des pouvoirs de décider en fonction de ce qui pourrait poser problème. Vous voyez déjà la problématique en droit, ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi poser problème? On n'est pas dans les classiques de l'identification des marchés pertinents ou d'un abus, ça pose problème, en gros. Donc c'est pourquoi pas? Parce qu'on voit bien, on le voit bien pratiquement, il y a un problème. Mais une fois qu'on est en droit, ça demande un raisonnement beaucoup plus structuré et beaucoup plus approfondi. Et c'est pour ça que les affaires publiques ont besoin de juristes extrêmement fins sur leur dossier. Je vous remercie. J'aurais une autre question qui concerne, qui fait un peu écho à votre expérience donc au sein des institutions. Quel est selon vous le rôle ou l'influence de l'avocat lobbyiste, si je puis me permettre? Ça c'est l'histoire de ma vie alors. Oui. Que je sois courte. L'avocat en affaires publiques, moi je n'aime pas le terme lobbyiste parce que je ne suis pas en train d'attraper les vestes des parlementaires dans les lobbies, cela devient le nom, pour leur refiler un amendement, ça ne m'intéresse pas du tout. On voit bien que quand on est dans la discussion sur des textes, des réglementations complexes à voir avec les pouvoirs publics, il y a une dimension juridique très forte et il y a une dimension de plaidoirie très forte aussi. Les anglo-saxons appellent ça du policy advocacy. Advocacy, c'est la traduction de plaidoyer, plaidoirie. C'est je représente des intérêts qui défendent une position non pas dans un procès,
mais dans l'élaboration de la norme. Et je vous donne mon point de vue sur ce que cette norme devrait être en fonction de mon intérêt. Je dois avoir en face de moi des gens qui travaillent sur l'arbitrage de l'intérêt général, donc qui doivent écouter mon point de vue, qui doivent écouter le point de vue de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui doivent être capables de rendre un arbitrage, une décision, une proposition législative, réglementaire, de doctrine ou d'interprétation qui trouve cet équilibre-là. Et vous voyez bien que quand je vous la décris comme ça, je suis bien dans un rôle d'avocat. C'est la définition d'un avocat. Donc simplement en face de moi, je n'ai pas un juge. J'ai des autorités publiques dont j'ai besoin de comprendre ce qu'ils sont dans l'échelle de la prise de décision. Les autorités qui vont être amenées à prendre des décisions vont être influencées par d'autres acteurs, vont ensuite essayer de faire un compromis entre eux. Donc ça demande de parfaitement maîtriser la procédure institutionnelle pour savoir qui va intervenir sur ce dossier-là, à quel moment de la prise de décision et à quel niveau de cette décision. Le plus simple à comprendre, c'est entre l'exécutif et le législatif, le gouvernement et le Parlement, mais il y a bien d'autres éléments procéduraux à prendre en considération, et de savoir parler le langage des gens à qui vous avez parlé pour leur expliquer votre point de vue. Je n'ai pas qu'un juge, ça peut être un fonctionnaire, un professionnel, un contractuel, un expert, un politique, qui vont avoir une approche, des priorités qui sont différentes. Ma compétence va consister à comprendre ce qui les intéresse et de pouvoir leur présenter mon argumentation en fonction de ce qui les intéresse. Théma Saman, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour ce parcours qui, je l'espère, inspirera de futurs avocats et peut-être même vous-même. Si je peux juste ajouter, c'est un métier qui démarre en France. Donc la marge de progression et de croissance est importante. Ah, mais ça, c'était important de le préciser. Voilà. Donc un grand avenir, je l'espère, pour les jeunes avocats. Merci à toutes les deux. C'était le dernier portrait, la dernière émission de cette série initiée par l'EFB. J'espère que ces portraits inspireront mes jeunes confrères, mes jeunes consoeurs. Cette profession est magnifique, elle ouvre plein de portes. Il y a un besoin de droit. Alors profitez-en et bonne chance.